Que j'ai ici derrière moi, ou du Cap Blanc-Nez, je crois que c'est plutôt le Cap Blanc-Nez d'ailleurs, où on profite de cet élevage qui est ici derrière moi. À côté de moi, pour l'émission Près de chez nous, viande bovine, mesdames et messieurs, j'ai une maison de réputation, maison d'excellence, maison de prestige que nous avons la chance d'accueillir en présence de Benjamin Dilly. C'est la maison Le Sage. Merci d'être ici avec nous. Alors, dans l'émission Près de chez nous, on a parlé tout à l'heure de volaille, là, on va parler de viande bovine, et on a voulu que vous soyez là pour nous expliquer justement comment on peut profiter de cette excellence dans notre belle région à travers la transformation, toute une démarche qui est votre ADN, celle d'aller chercher la qualité au plus fort possible de toutes les étapes. C'est quoi la maison Le Sage exactement? Bonjour Fabien, donc Benjamin Dilly, Maison Le Sage. Aujourd'hui, la Maison Le Sage est une boucherie-charcuterie familiale spécialisée dans les viandes effectivement d'exception. Nous sommes présents sur le marché de la viande depuis 4 générations et on a pour volonté aujourd'hui de proposer des produits effectivement sélectionnés d'excellence au quotidien auprès de nos différents consommateurs. On a deux activités, une activité pour le particulier, une activité pour le professionnel et au sein de notre activité pour le particulier, c'est-à-dire les 4 boucheries, une à Sentes, à Chemie, Lambersart et M, on veut vraiment accentuer et proposer des produits de qualité. Sur la partie professionnelle, aujourd'hui, on sélectionne les meilleures viandes à la fois du monde, mais aussi des différents terroirs français et principalement de la région. On développe un partenariat fort avec la Rouge Flamande depuis maintenant 10 ans, en collaboration avec l'Union Rouge Flamande, ainsi que le Centre de ressources génétiques avec lequel on travaille et on coopère depuis maintenant 10 ans pour proposer une Rouge Flamande Excellence, une marque forte qui a pour volonté de apporter une plus-value pour l'éleveur. Alors on va en profiter parce qu'ils étaient avec nous il y a une semaine. On va saluer Edith Mack, la présidente de l'Union des Rouges Flamandes. Il y a Laetitia aussi qui est dans les alentours là, qu'on salue avec le plus grand des plaisirs. Et puis on va saluer également le centre de ressources le centre régional de ressources génétiques à Villeneuve, je vais y arriver, qui était avec nous et c'est je pense lundi dernier également pour présenter toute leur savoir. Alors, évidemment là vous êtes dans l'excellence là, vous allez chercher les partenariats qui vous permettent évidemment de trouver toute l'essence de la qualité parmi ces bons produits issus, parce qu'il y a une vraie notion d'attachement par rapport à un territoire. Bien sûr, aujourd'hui dans nos boucheries, on travaille à 85% sur une filière locale avec des producteurs locaux qui nous fournissent des produits de qualité et on travaille avec notamment la ferme Valas dans la Thiérache pour aller chercher un produit de haute qualité au quotidien dans nos étals de boucherie, avec les porcs du Haut-Pays. Et c'est vraiment dans l'ADN de la société de vouloir aller chercher à la fois de la proximité, mais aussi surtout de la qualité au quotidien. Alors on va en profiter, on va saluer les amis du port du Haut-Pays qui viennent tous les ans aussi au Salon international de l'agriculture sur l'espace, même si là on est sur un sujet plutôt sur les viandes bovines, mais on va rappeler que c'est un port d'excellence aussi élevé avec la graine de lin, ça c'est super. Je vous invite à faire connaissance avec Pascal qui est avec nous en ligne, car à tout moment vous pouvez agir, interagir, échanger, laisser vos impressions, attiser votre curiosité, on va essayer de la satisfaire. Si vous voulez tout savoir sur la filière viande bovine en région de France et en particulier sur la démarche de la maison Le Sage qu'on a la chance d'avoir ici avec nous. Donc vous l'avez compris, hein, il y a vraiment une vraie notion de sélection de partenaires, des viandes en elles-mêmes et puis après on la sublime, hein, on va dire ça. On doit la transformer, on doit l'accompagner parce que tout le travail qui est fait en amont de par l'éleveur, aujourd'hui on doit continuer ce travail on est spécialisé dans la maturation et donc on fait des maturations spécifiques selon les attentes de nos clients. Alors justement, si vous avez des questions sur la maturation de la viande, qu'on peut retrouver pour vos différents clients, que ce soit professionnels ou près des particuliers dans les boucheries, eh bien n'hésitez pas, c'est Pascal qui vous répond en direct sur la chaîne YouTube des Hauts-de-France, sur la page événementielle salonagriculture.hauts-de-france.fr. Pascal, est-ce qu'on peut donner, avant de prendre quelques réactions, pourquoi pas des questions pour Benjamin, oui. Est-ce qu'on peut donner une vision? Je rappelle que Pascal, qui est de la Chambre d'agriculture, vous accompagne tous les ans au Salon international de
de l'agriculture. C'est l'un des Manitou qui est en contact permanent avec nos éleveurs. Pascal, est-ce qu'on peut donner une vision? En lien avec Laetitia, tu as cité Laetitia, je pense, c'est Laetitia Biès, la directrice de la Maison de l'Élevage du Nord, qui fait, elle, un très très gros boulot pour amener les éleveurs de la région à être présents sur le salon d'agriculture. Moi, je m'occupe plutôt de la partie des produits dans le hall des régions de France. Donc voilà, on se complémente bien sur ce salon de l'agriculture. Quelques petites données sur la filière bovine en région. C'est près de 6000 éleveurs qui font des vaches allaitantes. Donc allaitantes, c'est-à-dire, on va simplifier, ce sont les vaches à viande. 12 000 éleveurs en région qui font éduler et ou de la viande. Donc parmi ces 12 000, il y en a 6 000 qui font de la viande. Ce qui fait à peu près un peu plus de 1000 fermes qui sont spécialisées, 1000 fermes en région qui sont spécialisées dans les races à viande. On est la 8e région française pour la viande bovine avec, si vous voulez des chiffres, environ 100 000 tonnes, 100 000 tonnes de viande bovine produite chaque année en région Hauts-de-France. Pascal, est-ce qu'on a des races emblématiques en termes de production bovine Bien sûr, parce qu'on a des races de vaches qui sont emblématiques de la région de France. Parmi les races, bien sûr, il faut distinguer les races allées ou les races mixtes et les races allaitantes, donc à viande. Donc on peut citer principalement la blanc-bleu, la blanc-bleu qui est la race à viande par excellence, qui a été sélectionnée naturellement au fil des années et des siècles peut-être, et des dizaines d'années pour pouvoir donner de la viande. On a sélectionné le gène Culard, on appelle ça comme ça, ce qui a développé les arrières, sachant qu'on a un professionnel sur le plateau, on peut en parler. Ouais. La valorisation des morceaux de viande n'est pas toujours la même, que ce soit la partie arrière de la bête ou la partie avant. Forcément, donc la blanc-bleu a développé beaucoup de les viandes arrière qui sont plus faciles à valoriser, dit-on, que les parties avant. Ça peut être intéressant aussi pour Benjamin nous en parler un petit peu de la valorisation. Comment on fait justement pour valoriser tous les morceaux d'une carcasse? On va poser directement dans ces cas-là la question à Benjamin. Allez. Et surtout Pascal, tu n'hésites pas si tu as des réactions de la part de nos téléspectateurs internautes. On va saluer évidemment tous ceux et ceux qui nous suivent en direct sur Ma Télé dans la région de Saint-Quentin, et bien sûr celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, sur la page événementielle Salon Agriculture Hauts-de-France.fr. Benjamin, comment on fait pour valoriser? Alors, il y a deux notions dans ce que vient de dire Pascal. Il y a l'importance de la race. Est-ce que d'une race à l'autre, on valorise de manière différente? Et comment on fait pour valoriser justement ce que vous avez sélectionné dans les élevages? Alors effectivement, aujourd'hui, selon les races, parce que vous avez des races, on parle de blanc-bleu, on parle de rouge flamande, on parle de blonde d'Aquitaine, on peut parler de différences. On a la chance d'avoir en France un terroir magique qui nous permet d'avoir différentes races. Ces races, elles sont toutes différentes et elles se travaillent différemment. Étant donné que vous avez des muscles qui vont être plus tendres pour certaines que d'autres, et la valorisation est importante, et d'où le travail du boucher. C'est notre quotidien aujourd'hui de valoriser au mieux le produit et de proposer le muscle le plus adapté pour le consommateur final, qui va être à la fois pour nous le restaurateur, ou le boucher, ou le client, le particulier. Les muscles aujourd'hui qui sont très demandés pour la restauration sont les parties, on va appeler ça tout ce qui est partie déhanchée, et donc le dos de l'animal, où on va pouvoir faire les côtes à l'os, le rump steak, le filet de bœuf, le faux filet, la partie T-bone. Et ensuite, on a aussi toute une partie, on appelle ça les basses, qui vont être, elles, plus retravaillées, soit pour faire du steak haché. On a le filet américain dans la région, qui est un produit phare et qui plaît énormément aux consommateurs dans nos boucheries de détail. Le steak haché. On a aussi notre emblématique carbonate flamande, qui aujourd'hui, beaucoup de restaurateurs travaillent dans la région, donc on a une très grosse vente sur ce produit. Mais aujourd'hui, effectivement, la grosse difficulté du métier aussi, pour nous, est de revaloriser l'ensemble de nos carcasses au quotidien sur... c'est là la grosse difficulté du travail, qui est de pouvoir continuer à acheter de la viande en permanence, mais de valoriser et vendre l'ensemble de la bête, étant donné que chaque produit est différent et est sujet à une cuisson différente. On va avoir des cuissons longues, des cuissons grillades, on va avoir
avoir des mijotés. Ça joue sur la maturation aussi des viandes, dans votre façon d'aborder la maturation de ces viandes? Alors la maturation, aujourd'hui, nous, on ne l'a fait uniquement sur la partie du déhanché, c'est-à-dire les côtes à l'os, le faux filet et le rump steak. On parle de maturation longue, limite affinage, qui vont être des maturations de plus de 21 jours. Et qui peuvent aller jusqu'à 60 jours pour certaines bêtes. Tout dépend de l'âge de la bête, tout dépend l'état d'engraissement du produit et surtout la couverture de gras qui est au-dessus pour pouvoir protéger la viande lors de la maturation. En revanche, les parties avant, elles ne seront pas à maturer, étant donné qu'elles doivent être consommées le plus vite possible. Il n'y a pas d'intérêt de maturer des avants aujourd'hui dans notre segment de marché. Idem, la cuisse, on peut la maturer, mais je pense qu'une cuisse maturée entre l'ordre de 12 jours à 21 jours, c'est déjà amplement suffisant. Alors, puisqu'on a la chance d'avoir un spécialiste à la fois transformation, maturation, boucherie, moi, en tant que consommateur, je suis sûr qu'on sera nombreux à poser la question. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les bons morceaux de viande. Est-ce qu'il existe des morceaux que les bouchers se réservent un peu? Parce que souvent, c'est une question qui revient. Si on doit choisir un bon morceau, quelqu'un qui aime bien comme moi, je le dis, je m'avance, un bon morceau de viande saignante, qui serait très fondant en bouche, qu'est-ce qu'on devrait demander à son boucher pour se garantir ça? Alors vous savez, aujourd'hui, ça c'est vraiment le cœur de notre métier, la sélection, le produit. Et je pense qu'il n'y a pas de mauvais morceaux ni de très bons morceaux, mais on a aussi surtout des morceaux qui sont, c'est comme les goûts, les couleurs. Chaque personne est différente et est sujet à aimer certains produits et d'autres moins, alors que le produit peut être fabulé des deux côtés. Moi, personnellement, je suis attiré par les côtes de bœuf. Par contre, c'est des parties qui sont assez grasses et qui pourraient peut-être moins vous correspondre. J'adore le paleron quand il est bien travaillé, un bon steak de paleron, non pas mijoté, mais snacké façon steak, c'est extraordinaire. Il y a énormément de saveur dans ce produit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a un métier qui est vraiment merveilleux et aller faire découvrir une manière de découper différente, affiner un produit et pour justement le sublimer, ça c'est quelque chose qui va à la fin théoriquement vous satisfaire en tant que consommateur. Alors on va aller là où démarre votre métier, c'est-à-dire dans la sélection directement dans les élevages, et on va aller rejoindre Didier Verbeek. Alors, dans un instant, parce qu'on a la chance d'avoir Nicolas et Tony, nos envoyés spéciaux, que sont arrivés. Et je pense qu'on est également chez le président de Terroir Hauts-de-France, qui est cette marque collective régionale, qui assure que la matière première vient bien de notre région. On va partir chez un élevage de Blanc d'Aquitaine, incessamment sous peu. J'ai une question. Là, une question. Alors, on va en profiter avec Pascal. Avant qu'on ait qu'on parte notre éleveur dans notre de Blanc d'Aquitaine. Puisqu'on a affaire quand même à un orfèvre, là on peut le dire, on a une maison d'excellence sur le plateau, donc je vais demander à Benjamin, c'est quoi les meilleurs morceaux pour faire une carbonade? Pour faire une carbonade, selon la recette, là c'est pas pareil. Question de Sophie. Alors moi, j'ai une idée, le meilleur morceau, pour moi, j'utilise soit le paleron ou la joue de bœuf, qui sont pour moi de très bons morceaux, assez gélatineux, qui vont venir vraiment fondre. Et qui sont, pour moi, les deux meilleurs morceaux pour faire une carbonade. Mais on peut également utiliser la basse-côte, le collier, ou encore certainement d'autres muscles que certains chefs. J'ai un chef qui travaillait de la carbonade avec de la hampe de bœuf. Chaque chef a ses petits secrets, mais je privilégierai le paleron ou la joue de bœuf. Et est-ce qu'il y a un morceau, une pièce qui est vraiment méconnue? C'est-à-dire que justement, tu disais que l'intérêt, l'atout de notre métier, c'est de pouvoir faire valoriser toutes les parties de la bête en question. Et est-ce qu'il y a une pièce que les gens ne connaissent pas? Tu dis à chaque fois, j'arrive pas à c'est quelque chose qu'on a du mal à valoriser et qui pourtant c'est une pièce qui peut être aussi d'excellence comme les autres morceaux que tu inviterais les consommateurs à découvrir. Alors oui, on peut parler de pièces assez rares de par leur quantité. On parle d'une araignée de bœuf, où il y a deux petits muscles qui sont vraiment très infimes sur une bête. On peut parler, moi j'adore l'onglet, donc l'onglet également est un superbe produit. Mais là tu parles de pièces qui sont prisées, parce que quand on aime la viande, souvent on demande l'onglet ou l'araignée. Mais là, il y a des pièces qui restent et qui ne sont pas prisées justement par le consommateur et qui mériteraient de l'être? Alors le persillé de basse-côte, c'est un peu mon coup de cœur sur certaines bonnes bêtes.
quand on est vraiment dans des bêtes qui sont assez persillées et bien conformées, pour moi le persillé de la basse-côte, donc c'est le dessus de la basse-côte, c'est un muscle qui est très peu connu, qui est très reconnu aux États-Unis, qui s'appelle le chuck flap. C'est de domination américaine et est un produit qui émerveille mes papilles à chaque fois que j'en mange. De même que je vous parlais tout à l'heure, le paleron, retravaillé, dénervé, dégraissé, où on va pouvoir le steaker. Et c'est pareil, c'est une explosion de saveurs dans ces produits. On est donc bien évidemment sur les parties avant de la bête, qui diffuse, qui donne beaucoup plus de saveurs et de longueur en bouche. Alors c'est incroyable de la façon dont tu fais le lien entre, pour un néophyte, hein, dont je fais partie, hein, Pascal, il est beaucoup plus expérimenté que moi, évidemment, hein, qui nous suit, c'est à quel point peut faire le lien entre les différents morceaux des différentes pièces et une saveur différente en fonction de, je suppose, la nature du muscle, de l'endroit. Ça, c'est vraiment le cœur de votre métier. Voilà, on fait un métier, enfin moi je suis tellement épanoui au quotidien dans mon métier, j'arrive dans mes frigos le matin et j'ai la chance de pouvoir découvrir les bêtes qui viennent d'arriver. On a une complexité dans notre élevage qui est tellement dense que le fait de devoir positionner à la fois une génétique, un terroir, mais aussi surtout une méthode d'élevage, nous donne à chaque fois un produit nouveau et différenciant. Et ça, aujourd'hui, nous, on cultive cette différenciation au quotidien pour pouvoir apporter vraiment une différenciation et une plus-value à l'ensemble de nos partenaires éleveurs. Alors Benjamin, c'est agréable de t'avoir avec nous parce qu'on voit à quel point cette passion-là, tu l'animes. La maison Le Sage, c'est combien de personnes Alors on est 120 employés, 100 sur la structure professionnelle, 20 pour les boucheries de détail. Je vous le répète, hein, M, Lambersart, Chemy et Sante pour les magasins de détail. Et ensuite, on est 100 sur la partie professionnelle où on est vraiment, on essaye de former nos collaborateurs dans l'ADN familial. C'est une société, je vous l'ai expliqué, hein, qui est donc familiale depuis 1950 et qui a été créée par Guy Lesage, puis ensuite repris dans les années 80 par Franck et Pascal Lesage, son épouse, pour être à nouveau reprise où les enfants ont rejoint François et Pierre ainsi que moi-même dans les années 2000 pour lui donner aussi une nouvelle ère et développer ce segment haut de gamme prestige. Bon. Pour celles et ceux qui ne sont pas forcément sur la métropole lilloise ou sur l'endroit où vous avez vos boutiques, est-ce qu'on peut espérer pouvoir goûter votre savoir-faire autrement? Alors oui, on a également des collègues bouchers parce qu'on a une belle profession et on est tous unis ensemble, chez qui vous pourrez trouver bien évidemment, on a plein de bouchers de renom dans la région pour bien se faire servir et conseiller auprès des clients. Mais vous aurez aussi la possibilité prochainement de pouvoir faire du click and collect et du click and deliver à partir de septembre où nous pourrons livrer l'ensemble de la région en direct sur le créneau des particuliers. Alors j'essaie de faire le lien avec le Salon international de l'agriculture. Je rappelle que tout à l'heure, on aura le président Jean-Luc Poulain, du président du Salon international de l'agriculture qui sera en direct avec nous pour voilà, on fait ce salon régional de l'agriculture de façon à compenser ce manque de célébration nationale et on ne pouvait pas faire autrement avec notre belle région. Et évidemment, il y a un point marquant souvent quand on va au salon de l'agriculture, c'est de voir cet espace dans le hall 1 qui est réservé au métier des bouchers, au savoir-faire. Il y a souvent des compétitions, des tournois. Est-ce que parmi vos équipes, vous avez des gens qui vivent cette expérience-là un peu pour montrer leur savoir-faire? On a bien évidemment des jeunes qui préparent certains concours, qui sont en formation chez nous. On n'a pas de MOF, meilleur ouvrier de France, au sein de l'équipe Lesage. Mais par contre, on est vraiment animés, nous, de par nos clients. Moi, j'ai des clients, on a des clients, la société Lesage, bouchers un peu partout en France, qui sont d'ailleurs MOF et qui ont cette culture du concours. Et la dernière, je pense, la représentation de l'équipe de France, on a terminé champion du monde de la boucherie. Donc c'est une vraie fierté d'avoir des gens qui s'engagent au quotidien
pour justement développer C'est-à-dire l'image. qu'il existe une équipe de France des bouchers, c'est ça? Oui, tout à fait. La France a été championne du monde à la dernière édition, mesdames et messieurs. Quelque chose qu'on peut saluer, évidemment. Alors, est-ce que Pascal, on a des réactions de la part de nos téléspectateurs internautes par rapport à ces métiers de boucher, de la transformation de sélectionneurs aussi, quelque part, à travers les partenaires. Et c'est important de rappeler les partenariats entre, par exemple, la Rouge Flamande, l'Union des éleveurs de Rouge Flamande, également le centre régional de ressources génétiques, également, avec qui vous travaillez. On sent bien que c'est quelque chose qui est important pour vous. Vous avez besoin aussi de ces accords, de ces validations, quelque chose qui vous permet d'accréditer une certaine forme de qualité également dans votre recherche. Oui, et puis vous savez, moi je suis fils d'éleveur et aujourd'hui de faire des viandes d'exception qui venaient de différentes régions de France, mais ne pas avoir notre petit bébé régional, ça me causait vraiment un vrai problème de fond. Et grâce à ces gens, donc Edith Mac, dont est la présidente de l'association, et pas la présidente, la présidente de l'Union Laetitia Billet, qui est la présidente, et Florent, qui fait un gros travail de fond pour aller chercher les différentes bêtes dont on a besoin au quotidien au centre de ressources génétiques. Voilà, moi je voulais, et ainsi que bien évidemment l'ensemble des éleveurs, je voulais les remercier parce que la boucle est bouclée. Moi, j'avais plus le lien direct avec l'agriculture, mais j'essaye au quotidien, de par mon travail, d'essayer de faire avancer cette filière. Alors Pascal, est-ce qu'on a des réactions de la part de nos téléspectateurs, internautes, par rapport à l'intervention qui est passionnante, beaucoup oui, avec le cœur. Je rappelle qu'en maintenant, alors on va voir si c'est possible, est-ce que c'est les conditions du Toujours direct. les métiers passion. On a une équipe qui cherche à rejoindre, on l'a cité tout à l'heure, donc on va le reciter, on essaye d'aller voir un élevage de blondes d'Aquitaine. Je ne sais pas si vous avez des blondes d'Aquitaine. On travaille aussi, de temps en temps de la blonde de temps en temps de la blonde d'Aquitaine. On essaye de rejoindre, mais les conditions du direct sont parfois pas faciles avec les réseaux, donc on essaye de se connecter. Pascal, je t'en prie, si on a une remarque concernant justement la rouge flamande excellence, c'est bien ça l'appellation, si elle est disponible uniquement dans les maisons, dans les magasins de la maison Le Sage, ou si on la trouve ailleurs. Alors, dans les boucheries de détail, on aura uniquement de la rouge flamande, effectivement, dans nos magasins. Et parcimonie, parce qu'on n'a pas la possibilité, c'est pas une grande filière. Donc, voilà. Par contre, vous pouvez la retrouver également. Malheureusement, la conjoncture ne nous permet plus de livrer les restaurants. Mais il y en a pas mal de clients restaurateurs de la région qui travaillent la rouge flamande, où vous pouvez aller déguster les produits. On a Merthe à Lille, qui était un vrai partenaire. Vous pourrez la retrouver aussi dans d'autres établissements, selon les arrivages. Ouais, je pense que ça répond à une bonne partie des questions. Vous l'avez dit, la rouge flamande excellence, c'est pas une grande filière. Ça veut dire que vous avez du mal à satisfaire la demande tellement. Alors oui, non, mais si vous voulez, on est sur déjà la rouge flamande aujourd'hui représente environ entre 300 et 500 bêtes par an d'abattus. Donc on est sur une petite filière. Et nous, dans le cadre de la vente de ce produit rouge flamand d'excellence, on ne peut malheureusement pas avoir plus de 50 à 100 individus par an. Donc c'est quelque chose de très prisé. Et on essaye justement de garder cette qualité avec le temps et de ne pas vouloir se faire rattraper par les volumes. Alors, s'il faut réserver, quoi. Voilà, les habitués réservent. Est-ce qu'on va bientôt recevoir de la rouge flamande d'excellence? Voilà, on va vous donner en direct le numéro de téléphone direct. On a son 06 à Benjamin, si vous voulez tout de suite réserver. Non, je vous rassure. J'ai une question. On a une autre question sur les rouges flamandes qui sont élevées et engraissées. Qu'est-ce qu'on appelle la finition? Qu'est-ce qu'on appelle la finition? Oui, on nous avait posé la question dimanche dernier, justement. C'est quoi la finition? La finition, aujourd'hui, si vous voulez, on a le principe de l'élevage et qu'on essaie d'élever nos animaux le plus possible à l'herbe durant toute l'année. Malheureusement, la météo ne nous permet pas de laisser les animaux durant toute l'année, surtout selon les races. Il y a des races plus rustiques que d'autres. Je voyais tout à l'heure des Highlands passer sur les écrans. C'est une race rustique qui peut être élevée durant toute l'année. Par contre, à la fin de sa vie, avant de sacrifier l'animal, on va finir l'animal, et donc cette période de finition, engraissement, où on va donc donner un complément alimentaire avec des céréales qui peuvent être produites sur la ferme, notamment de la luzerne, du blé, du maïs, etc. Et on va venir engraisser cette bête entre
au minimum 100-120 jours. Et aujourd'hui, on a des méthodes d'élevage qui vont jusqu'à 900 jours d'engraissement, notamment au Japon, où le célèbre bœuf de Kobe, dont nous sommes distributeurs officiels pour la France, on va les engraisser jusqu'à 900 jours avec des rations sèches qui vont être de 10 kg à 12-14 kg par jour, par animal. Les bœufs de Kobe, c'est un peu les vaches du Nord parce qu'elles boivent de la bière, c'est ça? Ouais, ça c'est quand on a bu beaucoup. Alors nous sommes en direct, mesdames et messieurs, avec Nicolas, image de Tony. Alors on est un petit peu en retard, hein, donc évidemment on n'a pas beaucoup de temps, mais l'important c'est de montrer ce bel élevage. Nous sommes chez Didier Verbeeck à Chauqueuse-les-Bernards. Bonjour, rebonjour Nicolas. Ça va, tu nous entends, tout va bien? Je sais qu'on a eu pas mal de problèmes techniques pour vous joindre et c'est les conditions du direct évidemment. Hein. Pas qu'on passe la main. Mais j'ai pas de. Faut pas que je regarde. C'est comme si on n'entendait pas parce que j'ai pas. Nicolas, on t'entend, on est avec nous, on est en direct ensemble. On va avoir du mal, je pense, à faire ce direct avec. Alors, est-ce que Tony, peut-être que si tu nous entends, on est en direct, on vous entend, les amis. Peut-être à la régie. Ah, c'est pas facile parce qu'on les voit derrière ces belles blondes d'Aquitaine qui sont magnifiques avec mon ami Nicolas. Alors, je sais pas si vous m'entendez. Moi, je ne vous entends pas du tout en plateau. Oui, on t'entend, mon cher Nicolas, on t'entend, vas-y. Oui, vous nous entendez, très bien. Bonjour à tout le monde. Et comme quoi, quand on est en direct et au cœur ici de notre belle région, forcément, en termes de technique, c'est du 4-4 et on est avec Didier Verbeeck. Bonjour à tous, avec plaisir, je rejoins le plateau, peut-être avec quelques difficultés techniques, mais en tout cas c'est avec plaisir que je peux vous présenter peut-être un peu mon exploitation. L'exploitation de polyculture élevage, 115 hectares, exploitation familiale sur laquelle je travaille ainsi que mes sœurs, et puis un peu de salariés à temps partiel. Une exploitation où l'on voit des productions de grandes cultures, donc traditionnellement du blé, du colza, de l'orge d'hiver, de la luzerne, et puis les prairies pour nourrir les animaux. Et aujourd'hui, on parle viande, ici sur la plus grande ferme, le salon régional de l'agriculture. Donc du coup, on a derrière nous nos belles, c'est pas des charolaises, moi je trompais tout à l'heure, c'est des charolaises. Des blancs d'Aquitaine. Ce que je disais à l'heure, c'est-à-dire blancs d'Aquitaine des un peu plus en brune, Alors, on est en train de les perdre, ça va être très compliqué. Depuis le début, on essaie de les joindre. Écoute, Nicolas, on a déjà pris beaucoup de retard sur le programme de la journée. Je vois que tu es de retour, alors peut-être on va te reprendre très très vite avec nous, nous montrer ces blondes d'Aquitaine. Tu as à l'image, vas-y Nicolas, et on va les voir pour voir un peu la singulier, ce que ça représente la blonde d'Aquitaine en région de France. Parce qu'on a du mal à imaginer qu'on a des blondes, enfin forcément on a des vaches de toutes les races chez nous, mais elles sont belles, dis donc. Ça représente quoi les blondes d'Aquitaine ici en Haute-France? Ça représente une grande quantité? Alors, on est en région de France, je suppose que vous avez dû en parler pendant cette grande semaine de l'agriculture, mais en fait on n'a pas vraiment de race dominante, on a plutôt, on va dire, un assortiment de races en Haute-France. Mais la blonde d'Aquitaine est plutôt bien représentée. Je crois qu'elle arrive au 3e rang, si je ne me trompe pas, en termes de principales races présentes en Haute-France. Mais ce que l'on voit depuis quelques années, c'est en fait davantage de races. Des races qui peuvent d'ailleurs venir d'autres continents. Et donc ça vient enrichir, on va dire, la diversité. Parce qu'il n'y a pas vraiment un berceau avec une race historique en Haute-France. Alors, voilà les amis, alors on l'a pas dit graphiquement, on était au nord de Crèvecoeur-le-Grand, pour ceux qui connaissent, voilà, entre Beauvais et Amiens. Et voilà, on vous reçoit pas bien, alors du coup je pense qu'on va vous rendre l'antenne les amis. Alors, est-ce que tu peux peut-être demander à Didier Verbeeck, je te donne tout de suite 2 questions, on va voir si tu m'entends. Une, est-ce qu'il peut nous expliquer les caractéristiques de la blonde d'Aquitaine, en quoi ça en fait une race intéressante, notamment pour la filière viande? Et deuxième question, je crois que Didier Verbeeck, il est président de Terroir Hauts-de-France. Est-ce que tu peux lui demander l'importance pour lui d'avoir évidemment l'exploitation locale pour pouvoir nourrir ses bêtes, je suppose, sur ces champs, quoi. L'idée d'avoir de la matière première qui vient des Hauts-de-France. Alors, 2 questions, Didier. Déjà, la première, la blonde d'Aquitaine. Quelle est sa particularité par rapport à la race, par rapport à la viande, en fait? Alors, la blonde d'Aquitaine, c'est déjà un animal qui met beaucoup plus de temps, en fait, à produire de la viande.
je m'exprime. Prenons la charolaise. Donc la charolaise, en général, tout le monde la connaît. Race à viande blanche, elle pousse en croissance quasiment 2 fois plus vite. Donc ça veut dire que c'est un animal qu'on va garder plus longtemps. C'est un animal qui a une viande assez fine, qui a ce qu'on appelle une très bonne conformation, c'est-à-dire beaucoup de morceaux nobles. Voilà. Par contre, c'est un animal qui est un petit peu plus fragile aux intempéries, moins résistant que du charolais. Donc en fait, en début de campagne, quand on les met à la mise à l'air, par exemple, au mois de mars, ou à la rentrée en octobre-novembre, suivant les années climatiques. Rapidement, quand les conditions se dégradent, il faut la rentrer dans nos bâtiments pour qu'elle soit à l'abri, pour qu'elle ait un certain confort. Sinon, elle peut perdre un petit peu. Voilà, c'est à peu près les principales caractéristiques. Parce que voilà, on peut pas dire telle race à viande elle est meilleure que l'autre. C'est différent. Oui. Et en fait, c'est voilà, au consommateur choisir qu'est-ce qu'il apprécie le plus. Le consommateur qui fera son choix. Et autre intervention en plateau. Alors, je ne le savais pas, mais nous sommes face à Monsieur le Président. Ah, oui. Terroir Hauts-de-France. Et oui. Alors, Monsieur le Président, parlez-nous de la particularité du fait, notamment dans l'alimentation de votre bétail, du fait d'avoir du local. C'est-à-dire on est vraiment sur du produit Hauts-de-France. Et vous, les cultures, c'est ici, c'est à la maison. Oui. L'intérêt du local, bon, vous voyez avec quelque part l'épisode sanitaire qu'on nous rencontre, tout à chacun de quelque part relocaliser un petit peu ses achats, ses consommations sur ces territoires. Et donc terroir Hauts-de-France, qui était auparavant terroir de Picardie, mais l'agrandissement de la région a fait changer en fait le nom, a toujours eu cette vocation de dire il faut que l'on puisse à la fois nourrir, promouvoir les produits, et puis que ces produits-là puissent être fournis dans des prix aussi accessibles au grand public, et puis que aussi nos entreprises locales puissent acheter aux agriculteurs des matières premières pour les travailler et pour après les commercialiser. L'idée est d'apporter de la valeur en fait à tous les maillons de la chaîne dans les différentes filières, que ce soit l'agriculteur qui produit et qui vend directement, ou que ce soit l'agriculteur qui va passer par un intermédiaire ou un grossiste. Et puis l'industriel donc qui travaille aussi ses produits. Voilà. Voilà les amis pour répondre complètement avec Monsieur le Président à votre question. Merci beaucoup à Nicolas et à Didier. Ce qui est impressionnant, c'est que je vois que ces blondes d'Aquitaine écoutent leur patron. Depuis le début, elles sont au bord, elles regardent, elles suivent attentivement. Elles sont incroyables. On va vous remercier énormément pour ce direct assez court. Peut-être qu'on a... ça va être très court. Je vais vous remercier pour ce moment de bonheur partagé tous ensemble. On voulait souligner et remercier beaucoup Didier Verbeeck de nous avoir montré cette diversité. On a parlé beaucoup de races. On n'avait pas encore parlé de blonde d'Aquitaine. On en est ravis grâce à Didier Verbeeck. Alors, moi, j'avais Choqueuse-les-Bernardes au niveau du lieu, mais je crois qu'on est au pays du cœur de Picardie, qui est une spécialité que je t'invite de découvrir, mon cher Nicolas. Bravo aux images de Tony. Mettez-moi encore un petit peu ces blondes d'Aquitaine en images pour nous dire au revoir sur cette section filière viande bovine. Regardez-moi ça, comme elles écoutent, elles sont attentives, dis donc. Elles suivent toutes les émissions de ce salon régional de l'agriculture. On va remercier également avec nous sur le plateau Benjamin Dilly, la fameuse et incroyable maison Le Sage d'excellence, maison de prestige. On va sélectionner, porter, affiner à maturation ces viandes d'excellence qu'on va retrouver parmi de nombreux magasins plutôt sur la métropole lilloise, on est d'accord Tout à fait. Encore une fois, je répète, Chemy, Lambersart, M et Sante. Voilà, il y a Sante, quand même, c'est un petit peu plus loin. Et puis, click and collect, moi, j'ai bien noté, pour les professionnels. Click and collect. Il y a en click and collect aussi. Et puis on va souligner en même temps les amitiés à toute la filière de la rouge flamande qu'on a bien souligné. On vient de parler de la blonde d'Aquitaine, on a parlé du port des Hauts-Pays également tout à l'heure. Port d'Antan également. Comment ? Port d'Antan. Et le port d'Antan aussi, on va tous les embrasser comme ça. On aura bien parlé de la filière bovine. Restez avec moi encore pendant petits instants. On va passer au grand jeu de la ferme. Non, je vais vous libérer dans ces cas-là. Moi, je voulais juste intervenir un dernier moment où j'incite vraiment tous les jeunes, quand je vois cet éleveur, voilà, j'incite vraiment tous les jeunes, que ce soit à la fois de la filière boucherie ou de la filière élevage, à ne pas se poser de questions. C'est vrai que c'est un métier qui peut-être est difficile. On sait tous que le monde de l'élevage
l'élevage n'est pas facile actuellement, mais quand vous faites du bon et que vous êtes à la fois assidu et professionnel, je suis persuadé que vous pouvez réussir et développer de belles choses avec notamment des maisons comme nous. Voilà, et si vous cherchez un appui, je pense que je vois Pascal qui applaudit, évidemment. On vous applaudit également. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup, messieurs. Je vais libérer, bien sûr, ce plateau sur Près de chez nous un peu particulier. On se laisse avec les belles images de Près de chez nous, de ce blond d'Aquitaine. On est évidemment dans ce lieu magique.